Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 36 de Parlons Constitution. On va continuer sur tout ce qui est responsabilité politique du gouvernement, les relations avec le Parlement, et justement on va voir la mission de contrôle des actions du gouvernement, c'est-à-dire le contrôle du Parlement sur le gouvernement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, quelques rappels, puisque là on est dans une série de vidéos qui sont un peu sur le même sujet, la responsabilité du gouvernement face au Parlement. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit avant la séparation des pouvoirs? Oui, c'est important de le rappeler, je renvoie à l'épisode 7 et l'épisode 8, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Je voulais revenir ici sur cette citation de Montesquieu dans De l'esprit des lois en 1748, qui montre bien que cette idée de séparer les pouvoirs existe depuis longtemps. Mais bien sûr, sur cette question de séparation des pouvoirs, je vais pas revenir en détail sur ce qu'on a dit, mais pour résumer, en gros, on a dit qu'il fallait un équilibre entre une séparation des pouvoirs et des relations quand même entre les pouvoirs, en fonction des compétences et des rôles de chaque pouvoir que l'on définit ici dans cette série dont Parlons Constitution pour Parlons Constitution. Et donc pour la mission de contrôle des actions du gouvernement, on est vraiment dans le cadre de ces relations entre les pouvoirs, qui ne doivent pas non plus devenir une confusion entre les pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs doivent rester séparés tout de même. Pour éviter quoi? Pour éviter que le pouvoir abuse du pouvoir. Quelle autre chose importante y a-t-il à rappeler? Les rôles de chaque chambre qu'on avait vu dans les épisodes 23, alors je ne vais pas revenir en détail sur les rôles de chaque chambre, mais on peut tout de même rappeler qu'on avait parlé du contrôle information, qui est plutôt pour l'Assemblée nationale et la Chambre des sages, mais pas pour le Conseil scientifique, et le contrôle sanction, qui lui relève plus de l'Assemblée nationale et très peu de la Chambre des sages. Aussi, dans cet épisode, on avait introduit une nouvelle notion, une nouvelle commission, une commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques. Elle est automatiquement créée s'il y a un veto scientifique qui est déposé, et elle peut être créée par l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages dès qu'il y a un préavis de veto scientifique qui est déposé sur un texte. Mais par contre, le Conseil scientifique ne peut pas créer de lui-même une commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques. Et à quoi sert cette commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques? Comme son nom l'indique, c'est pour que la loi respecte les connaissances scientifiques. Donc lorsqu'une loi, justement, ne respecte pas les connaissances scientifiques, et que le Conseil scientifique intervient dessus via un préavis de veto ou un veto scientifique. Autre rappel important, la responsabilité politique du gouvernement devant les chambres, c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 34, et nous sommes justement dans ce cadre-là, car le gouvernement, comme il est responsable politiquement devant les chambres, eh bien les chambres le contrôlent. Donc c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 34, maintenant, petit bonus, quelque chose qu'on n'a pas vu, mais que je souhaitais mettre avant quand même la partie centrale, le raisonnement de l'épisode, le petit bonus, le principe du consentement à l'impôt, qui est défini à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je cite, « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » En fait, pour résumer, pour faire très simple, c'est l'idée que le Parlement, donc les représentants, ou les citoyens, ou les représentants, donc le Parlement, doit être au courant de chaque impôt, valider chaque impôt dans le pays, et d'en déterminer un peu tous les aspects. La quotité, l'assiette, le recouvrement, la durée, bref, cette idée-là de consentement à l'impôt, que les citoyens consentent à l'impôt via leurs représentants dans une démocratie représentative. Et c'est aussi ce principe-là qui explique que le Parlement contrôle les actions du gouvernement, pour s'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises en cette matière et qu'il respecte ce principe de consentement à l'impôt, qu'il ne mette pas un impôt derrière le dos des députés en quelque sorte, et par suite dans le dos des citoyens. Alors commençons donc avec les moyens d'information, qui sont en fait d'information en plus de la presse et du journal officiel de la République française, c'est-à-dire d'autres moyens que le Parlement a, que les chambres ont, pour aller chercher de l'information sans réellement faire une enquête, puisque ce sera le thème de notre deuxième partie, je spoil déjà bien sûr. Alors il y a les questions écrites. En fait, les députés, les sénateurs actuellement, donc les sages plus tard, et on peut imaginer aussi les conseils scientifiques, peuvent adresser des questions aux ministres, aux membres du gouvernement, via des lettres qui seraient publiées avec les réponses au journal officiel de la République française. Donc des questions écrites, par lettre ou autrement, mais en tout cas, c'est plus par lettre puisque ça doit être transmis. Bref,
Vous voyez l'idée, des questions qui seraient écrites, publiées au JORF, Journal officiel de la République française, je vais dire JORF à partir de maintenant, je ne vais pas répéter Journal officiel de la République française parce que c'est trop long, donc au JORF avec les réponses des ministres. Ensuite, il y a bien sûr des questions orales, lorsqu'il y a travail en commission ou lorsqu'il y a une séance publique dans l'hémicycle. C'est avec ou sans débat, ça peut être juste une question posée, la réponse du ministre et pas de débat dessus, ou des questions à des moments qui peuvent faire l'objet de débats avec d'autres députés, d'autres sénateurs, c'est-à-dire d'autres sages dans Parlons Constitution, qui vont répondre à ces questions et débattre des réponses et des sujets. Bref, ce sont les questions orales, en hémicycle ou en commission. Mais il y a aussi un autre type de questions, les questions au gouvernement, on dit QAG, et c'est ce qu'on a déjà vu dans un autre épisode, dans l'épisode 26, et pour rappel, dans Parlons Constitution, donc ici c'est bien le cas de Parlons Constitution, pas le cas actuel lors de la 5ème République, mais dans cette série, ce que j'ai déjà dit par rapport à ce que je pensais moi qu'il serait bon d'y avoir. Donc, QAG à l'Assemblée nationale au moins une séance par semaine, QAG à la Chambre des Sages 2 séances par mois et séparées d'au moins une semaine, et également des QAG au Conseil scientifique, une séance par mois minimum. On avait aussi dit que la répartition de l'ordre du jour serait avec un quart du temps pour le contrôle à l'Assemblée nationale et à la Chambre des Sages. Les détails sont bien sûr dans l'épisode 26. Mais en plus de ces questions écrites, questions orales et questions gouvernement, il y a d'autres moyens d'information, et notamment les missions d'information qui sont au sein des commissions. Bien souvent, elles sont limitées dans le temps, il n'y a pas de pouvoir d'enquête, mais elles peuvent quand même auditionner des personnes, et à la fin, elles rendent un rapport sur un sujet donné, une mission d'information sur le respect des droits des femmes en entreprise, sur le respect de la concurrence au sein de l'industrie de l'aéronautique, je ne sais pas, il y a plein de sujets possibles, des missions d'information sur différents sujets, des sujets de société, des sujets plus précis, qui nécessitent, selon les députés, selon notamment la conférence des présidents de la chambre dans laquelle il y a cette mission d'information, qui décide de créer une mission d'information dessus, et qui pense qu'il y a besoin d'un rapport, d'une mission d'information sur tel sujet. Bref, vous avez compris l'idée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des questions plus précises, je serai peut-être pas en mesure d'y répondre parce que tout ce qui est technique trop précis, je ne connais pas forcément, mais en tout cas, je vous rappelle, commentaires, pouces bleus, etc., ça soutient la chaîne, ça la fait monter dans le référencement, et n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux d'Epistos Kratos sur Instagram, Facebook, Discord, ou encore nos articles sur Medium. Alors, concernant les changements et les nouveautés, parce que là j'ai décrit ce qu'il y avait actuellement, mais quels changements je pense qu'il serait bon d'apporter à ces moyens d'information du Parlement pour contrôler les actions du gouvernement. Alors pour moi, il faudrait qu'il y ait une mission d'information scientifique également. En fait, c'est-à-dire que, en plus de l'Assemblée nationale et de la Chambre des Sages, il y aurait une mission d'information scientifique, donc d'ordre scientifique, pour un rapport scientifique, ou ça, bien sûr, au conseil scientifique, au sein des sections ou intersections, ça dépend des sujets. Ça dépend si un sujet touche uniquement, par exemple, la science physique, ou touche plutôt sciences physiques, biologie, neurologie, enfin je sais pas, ça dépend quelle section il y aurait au conseil scientifique, mais il est possible qu'il y ait des sujets qui touchent plusieurs sections, et dans ce cas-là, il faudrait une mission d'information intersection au sein du conseil scientifique. Quoi d'autre comme changement, quoi d'autre comme nouveauté? Une commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques, c'est ce que j'ai rappelé au début de l'épisode, donc je le rappelle encore, elle est automatiquement créée s'il y a un veto scientifique qui est déposé, et elle peut être créée par l'Assemblée nationale ou la Chambre des Sages dès qu'il y a un préavis de veto scientifique qui est déposé. Mais sinon, à part cela et les changements que j'ai déjà dit pour les questions au gouvernement, il n'y a pas de changement, pour moi, en plus. Alors on peut passer à la partie 2, les moyens d'enquête. Donc là on va vraiment aller sur une mission de contrôle du gouvernement plus précise, où on va vraiment aller scruter ce que le gouvernement fait, ce que les administrations font, avec en premier, les missions d'évaluation et de contrôle, MEC qui est rattachée à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ou également la MECSS, elle est rattachée du coup à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, et il y a ensuite également le CEC, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, qui lui a plutôt comme objet des sujets transversaux, c'est-à-dire qu'en fait, le CEC, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, va se charger des sujets transversaux, des politiques publiques qui touchent plusieurs commissions au sein de l'Assemblée. Alors comme on le voit ici, comme on le devine très bien rien qu'au nom, c'est ici de l'évaluation des politiques publiques. Ce n'est pas réellement du contrôle, mais cette évaluation du politique publique peut servir à l'Assemblée nationale à contrôler le gouvernement. Mais comme c'est de l'évaluation des politiques publiques, il n'y a pas ça à la Chambre des Sages. J'en vois bien sûr à ce qu'on avait dit sur les rôles des différentes chambres. On a quoi d'autre comme moyen d'enquête? Les délégations parlementaires qui sont créées
par la loi sur des secteurs particuliers, députés et sénateurs, donc sages avec la constitution qu'on est en train de créer ici, seuls ou ensemble. C'est-à-dire soit les députés tout seuls, soit les sages tout seuls, soit les deux réunis au sein d'une délégation commune. Et ces délégations parlementaires sont sur des sujets particuliers, sur des secteurs particuliers, par exemple une délégation parlementaire aux droits des femmes, par exemple, ou une délégation parlementaire sur les atteintes à la biodiversité. Je ne sais pas, c'est des exemples, des exemples qui n'existent pas forcément dans la réalité actuellement, c'est juste des exemples pour que vous compreniez l'idée. Et donc ces délégations parlementaires, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles réfléchissent, bien sûr, elles mènent des réflexions, elles font des visites, elles se déplacent, pas forcément toutes les délégations, mais une partie, elles se déplacent localement, ou au niveau européen aussi, pour justement ensuite faire des auditions, elles font des réunions, etc., pour rendre différents rapports, faire différents travaux qui permettront au Parlement d'avoir plus de connaissances sur ces sujets. Quoi d'autre encore? Les commissions d'enquête, c'est ce qu'il y a de plus important dans les moyens d'enquête du Parlement. Les commissions d'enquête, qu'est-ce que c'est? C'est défini à l'article 51-2 de la Constitution. Ça a été ajouté en 2008 dans la Constitution. Cette partie-là, du coup, pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies aux premières lignées de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information. La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. Donc on voit ici, qu'est-ce qu'on a? On a du coup une commission d'enquête qui concerne la gestion des services publics, les entreprises nationales ou des questions de société plus larges. Alors, elle peut être créée dans chaque chambre, cette commission d'enquête, donc on peut en avoir une au Sénat, donc à la Chambre des Sages maintenant, et une à l'Assemblée nationale, et cette création s'effectue par le vote d'une résolution, avec un objet clair et des motifs argumentés. C'est pas juste, je veux créer une commission d'enquête. Non, il faut dire sur quoi et pourquoi on crée cette commission d'enquête. Ensuite, les députés ou les sages vont voter, donc il y a toute cette procédure, initiative parlementaire. Ensuite, cette résolution est déposée dans la commission qui est compétente, c'est-à-dire que ça dépend du sujet en fait. Si c'est quelque chose qui touche plus l'aspect santé, ce sera la commission de santé. Ou si c'est pas son nom, celle qui s'occupe de la santé, de tout ce qui touche à la santé. Ensuite, une fois que c'est validé en commission, ça sera en séance publique et il y aura un vote. Les députés, les sénateurs, donc les sages, vont décider par un vote s'il faut créer cette commission d'enquête. Ensuite, elle sera créée. Ou pas, s'ils refusent. Donc elle concerne la gestion du service public, la gestion d'une entreprise nationale, ou une question de société, et également, il faut dire qu'elle est impossible sur un sujet qui fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours. Par exemple, s'il y a d'anciens membres du gouvernement, donc qui ont démissionné, qui font l'objet d'une procédure judiciaire, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête sur ces anciens membres du gouvernement. Pourquoi? En fait, c'est pour respecter la séparation des pouvoirs. Pour pas que cette commission d'enquête se substitue aux tribunaux qui vont traiter ces problèmes, ces litiges. Il ne faut pas que le pouvoir législatif remplace le pouvoir judiciaire. Les deux ne doivent pas se confondre. S'il y a procédure judiciaire, pas de commission d'enquête, pour respecter la séparation des pouvoirs. Et c'est important, et je pense que ça doit être quelque chose qui doit perdurer. C'est vraiment important. Ensuite, quoi d'autre? Il faut dire que la durée maximale d'une commission d'enquête est de 6 mois. Elle est là pour enquêter, ce n'est pas une commission qui a pour objectif de devenir permanente. Et qu'est-ce qu'elle fait cette commission? Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Eh bien elle a plusieurs pouvoirs, j'en citais quelques-uns. Elle peut convoquer des personnes, et répondre à ces convocations est obligatoire. Si vous êtes convoqué par une commission d'enquête, pourquoi pas, ça pourrait arriver, si vous avez un rôle important, des responsabilités, vous pouvez être convoqué à une commission d'enquête. Dans ce cas-là, il faudra répondre, il faudra y aller. C'est obligatoire. Tout ce que vous direz là-bas à une commission d'enquête, tout ce qui est dit à une commission d'enquête est fait sous serment. Les députés, les rapporteurs de la commission d'enquête, peuvent effectuer un contrôle sur pièce et sur place des éléments de l'enquête. Et il peut y avoir, si vous ne respectez pas, par exemple que vous n'allez pas à une convocation, ou que vous mentez sciemment à la commission d'enquête, et que la commission d'enquête l'apprend, il peut y avoir ensuite des poursuites pénales. Et d'autres pouvoirs, un peu moins importants, ou plus traditionnels. Mais bref, la commission d'enquête a un réel pouvoir d'enquête. Et c'est pour ça qu'elle est importante, et que quand on a une commission d'enquête, c'est qu'il y a un réel problème en général d'ordre de gestion de services publics, de gestion d'entreprise nationale, une question de société qui est grave, une crise politique en somme. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour les moyens d'enquête? Oui, il y a l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPE-CST. Comme son nom l'indique, cet office parlementaire est un organe d'information commun, et surtout il sert à informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique, afin notamment d'éclairer ses décisions, selon la loi, ce qui était dans la loi.
Donc informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique. Donc ici on touche par exemple à des sujets comme de la bioéthique, et les choix technologiques qui peuvent être faits par la loi, par la réglementation en fait, qui autorise certaines choses ou non, et les conséquences que ça peut avoir sur la société. Parce que les parlementaires ne sont pas des experts scientifiques et techniques, donc ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'informations sur ces sujets-là, d'où la création de cette EPE-CST, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc ils vont évidemment recourir à des experts scientifiques notamment. Ensuite, il y a, pour les enquêtes, pour enquêter comme moyen d'enquête, l'aide extérieure, en plus des fonctionnaires parlementaires qui aident déjà bien les députés, les sénateurs, enfin les sages maintenant, à enquêter, à recueillir des éléments d'information. Et donc cette aide extérieure, ça peut être la Cour des comptes, pour tout ce qui concerne les comptes publics, les comptes des administrations publiques, des entreprises nationales, etc., tout ce qui est aussi financier, la Cour des comptes peut aider là-dessus, et des experts extérieurs, qui peuvent être auditionnés au sein, par exemple, d'une mission d'information ou d'une commission d'enquête. Alors, quel changement, quelle nouveauté? Pour moi, il faudrait qu'il y ait plus de moyens pour le contrôler, notamment pour les fonctionnaires parlementaires. Les fonctionnaires parlementaires ont un rôle important à jouer pour assister les députés et les sages dans leur mission de contrôle. Et à l'heure actuelle, les fonds alloués à cette partie-là sont, je pense, insuffisants. Il faut doter de plus de moyens les fonctionnaires parlementaires pour qu'un contrôle plus efficace et aussi l'évaluation des politiques publiques, pour que ce contrôle, cette évaluation des politiques soit plus efficace, plus poussée, plus aboutie et peut-être aussi plus fréquente. Mais encore quel autre changement, l'OPE-CST, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, serait renforcé avec l'appui du conseil scientifique qui pourrait participer en fait aux travaux de cet organe d'information commun à la Chambre des sages et à l'Assemblée nationale. À la fois, cet organe d'information pourrait aider le conseil scientifique, et le conseil scientifique pourrait lui aussi aider cet organe d'information et contribuer à une meilleure information des députés et des sages sur les choix scientifiques et technologiques. Et je pense, car c'est pas assez fait à mon goût, qu'il faudrait plus de travaux communs avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Voilà, donc ça c'est dit en passant, on passe là-dessus. Le CESE, on va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais si vous allez voir sur internet, vous comprendrez à quoi il sert, et je pense que ça peut être utile que le CESE ait des travaux communs avec les parlementaires. Je pense que ce serait enrichissant pour la démocratie, pour les parlementaires, qu'il y ait des travaux communs, et les travaux du CESE seraient aussi plus visibles à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des sages, et auront donc plus d'impact aussi. Passons maintenant aux moyens de contrôle-sanction. Alors qu'est-ce que le contrôle-sanction? Les moyens d'enquête, ça relève du contrôle-information, les moyens d'information, évidemment que c'est du contrôle-information, c'est-à-dire qu'on va chercher l'information, on va enquêter pour l'obtenir, et ensuite, les moyens d'enquête, c'est un peu entre les deux, parce qu'on peut aller vers quoi? Vers une sanction, justement le contrôle-sanction, qui est plutôt ici le non-vote des projets de loi, qui est un moyen, disons, induit. C'est vrai que c'est pas un moyen propre qui est fait pour ça, mais c'est juste que, évidemment, s'il y a quelque chose qui va pas avec le gouvernement, que le Parlement contrôle le gouvernement, que la majorité qui soutient le gouvernement se rend compte qu'il y a un problème avec leur gouvernement, évidemment qu'ils vont vouloir sanctionner, par exemple en ne votant pas les projets de loi proposés par le gouvernement, ou en faisant de la sanction médiatique, bien sûr tout ceci étant pour manifester, pour communiquer leur désaccord, et évidemment c'est d'autant plus fort si le député ou sage soutenait avant le gouvernement. Pourquoi ça? Parce que quelqu'un qui est dans l'opposition, s'il est pas d'accord, bon, par rapport à d'habitude, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Mais si c'est un député ou un sage qui soutenait le gouvernement et qui d'un coup ne le soutient plus parce qu'il juge qu'il y a un problème dans la politique menée par le gouvernement, par une administration publique, par l'application d'une loi, qu'il y a un problème et que le gouvernement ne joue pas son rôle de pouvoir exécutif correctement, alors là forcément ce sera médiatiquement déjà beaucoup plus fort et sans doute aussi beaucoup plus partagé. Ça va avoir des répercussions donc plus fortes, une sanction plus forte sur le gouvernement. Et ça pourrait même conduire à quoi? À la démission du gouvernement ou à son renversement carrément, avec la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. J'en vois ici aux épisodes 34, 35 et 37, et aussi un peu 26, pourquoi? Pour le 49.3, il y a donc 3 procédures, la question de confiance, le 49.3 et la motion de censure. On a déjà vu le 49.3 dans l'épisode 26, on a vu la responsabilité politique de l'exécutif dans l'épisode 34, dans l'épisode 35, on a vu la question de confiance, la déclaration de politique générale, et dans l'épisode 37, donc le prochain, nous verrons la motion de censure plus en détail. Alors, est-ce qu'il y a des changements ou nouveautés? Il y en a eu déjà concernant ces 3 procédures, donc je renvoie aux épisodes 34, 35, 37 et 26.
J'ai mis 26 entre parenthèses. Pourquoi? Parce que l'épisode 26 touche beaucoup de sujets, mais le 49.3, on en a parlé aussi dans cet épisode 26, et même on l'a précisé, les différences, les nouveautés, selon moi, dans l'épisode 26. Mais attention, dans l'épisode 26, il faudra un petit peu chercher, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été traités dans l'épisode 26. Et avant de conclure, j'aimerais rappeler quelque chose, la responsabilité du gouvernement est collégiale, mais on y reviendra aussi lors du prochain épisode. Alors pour conclure, revoyons, synthétisons tous les moyens qu'on a vus pour la mission de contrôle des actions du gouvernement, donc du Parlement qui contrôle le gouvernement. Quels sont ces moyens? Les moyens du contrôle sont les questions écrites publiées au JORF, les questions orales, les questions au gouvernement lors des séances de questions au gouvernement, qui sont aussi parfois appelées questions d'actualité, je l'ai pas rappelé, mais on dit QAG, c'est beaucoup plus court. Quoi d'autre? Les missions d'information, qui n'ont pas de pouvoir d'enquête et qui font un rapport sur un sujet donné. On a également les MEC, MECSS, mission d'évaluation et de contrôle, et le comité d'évaluation et de contrôle qui a plutôt des sujets transversaux, donc ça c'est de l'évaluation des politiques publiques, et ça sert aussi bien sûr au contrôle pour l'Assemblée nationale, mais on n'a pas ça parce que ce n'est pas un rôle de la Chambre des Sages, l'évaluation des politiques publiques n'est pas un rôle de la Chambre des Sages, et du coup il n'y a pas ce type de structure, ce type d'organisme. Quoi d'autre? Les délégations parlementaires qui peuvent être à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des Sages, ou aux deux les deux mélangés, des députés et des sages ensemble. Et c'est créé par la loi sur des secteurs particuliers. Il y a aussi les commissions d'enquête qui ont des pouvoirs particuliers, notamment la convocation qui est obligatoire et des sanctions pénales peuvent s'appliquer si vous ne respectez pas les règles, si vous ne jouez pas le jeu, si vous ne répondez pas à la convocation ou que vous mentez sous serment. Il y a aussi l'OPE-CST, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est chargé d'informer sur les choix scientifiques et technologiques. On a aussi l'aide des fonctionnaires parlementaires, qui est essentielle, et des aides extérieures, dont la Cour des comptes et des experts extérieurs. On a aussi le non-vote des projets de loi et la sanction médiatique, donc là on rentre dans le contrôle-sanction, et bien sûr, la mise en cause de la responsabilité du gouvernement, c'est les épisodes 34, 35, 37 et 26. Quoi comme nouveauté? Qu'est-ce qu'on a dit comme nouveauté? Tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de changement, sauf ça, sauf ces nouveautés qui sont plutôt des ajouts que des changements en fait. La mission d'information est étendue au conseil scientifique, qui serait créé bien sûr, donc il y aurait des missions d'information scientifique, donc une mission d'information au conseil scientifique, au sein des sections ou intersections. Quelle autre nouveauté? La commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques qu'on a vu dans l'épisode 23. Aussi, plus de moyens pour le contrôle, notamment pour les fonctionnaires parlementaires, car j'estime qu'actuellement, on manque de moyens. Les parlementaires, les fonctionnaires parlementaires manquent de moyens pour exercer pleinement, suffisamment, leur mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Quoi d'autre aussi? Quoi d'autre? L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques serait renforcé par l'appui du conseil scientifique qui mènerait des travaux avec cet office parlementaire et qui pourrait y participer à certaines occasions puisque les conseils scientifiques auront beaucoup de tâches quand même de conseils, d'évaluation et de sanctions aussi, je vais le dire comme ça, de sanctions des lois avec les préavis de veto et les vétos scientifiques si ces lois ne respectent pas les connaissances scientifiques. Bien sûr, je le rappelle, le conseil scientifique n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais si par rapport à ce qu'il faut faire et ce qu'ils veulent faire, à leurs objectifs, ça respecte bien les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'objectif, par exemple, de lutte contre le réchauffement climatique, si l'objectif n'est pas déclaré, alors on s'en fout que ça ne respecte pas ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Le conseil scientifique n'est pas là pour faire de la politique, il est là pour conseiller scientifiquement et vérifier que la loi ne fait pas quelque chose qui n'a aucun sens d'un point de vue scientifique. Comme une loi, je caricature un peu, qui dirait qu'il est autorisé et même obligatoire de sauter à plus de 50 mètres au-dessus d'une ligne de tram pour rejoindre tel endroit. Donc là, ça viole la gravité, puisque c'est impossible de sauter à 50 mètres de haut. Bon bref, c'est un peu ridicule comme exemple, vous voyez l'idée, si ça n'a aucun sens d'un point de vue scientifique, si ça ne respecte pas les connaissances scientifiques dans l'objectif qui est visé, alors il y a sanction du conseil scientifique. Et je le répète, encore une fois, je sais, je rabâche, le conseil scientifique ne se charge pas de politique. Autre nouveauté des travaux communs avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Je ne décris pas ici ce qu'est le CESE, il y aura sans doute
enfin peut-être un épisode qui abordera plus en détail le CESE. Je vous invite à aller faire des recherches sur internet si vous ne connaissez pas, mais pour moi il faut qu'il y ait plus de travaux avec le CESE pour que les rapports du CESE soient plus utilisés et plus utiles pour les parlementaires. Et c'est aussi un enrichissement important pour le CESE et surtout pour les parlementaires, d'avoir l'avis du CESE, des experts du CESE. Aussi, il y a des nouveautés en matière de mise en cause de la responsabilité du gouvernement, mais on a déjà vu ça et on va encore voir ça dans les épisodes 34, 35 et 37, et dans l'épisode 26, et pour rappel, la responsabilité du gouvernement est collégiale. Alors, on vient de voir les moyens, la mission de contrôle des actions du gouvernement. On a vraiment exploré quels sont les moyens pour le Parlement de contrôler les actions du gouvernement. On a vu aussi lors des précédents épisodes 34, 35 et un peu de l'épisode 26, les moyens du contrôle sanction du Parlement, et donc on va se poser après cet épisode cette question: si le gouvernement fait n'importe quoi, le gouvernement pourrait aller plus loin que le simple contrôle information. Il peut renverser le gouvernement lors d'une question de confiance, lors d'un 49.3, ou avec une motion de censure, et ce sera le sujet du prochain épisode. Merci à tous et tous d'avoir regardé cet épisode 36 de Parlons Constitution sur la mission de contrôle des actions du gouvernement. C'était Healthcare, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à aller voir nos réseaux sociaux. Encore merci, et à bientôt pour parler de la motion de censure.